Les ports doivent s'adapter à cette course vers l'Afrique et les Caraïbes. À Londres, Blackwall devient le quai de la traite négrière. Ici, on embarque les marchandises de traite, étoffes précieuses, bijoux, porcelaine, armes, eau de vie achetée à crédit avec l'argent des banques. Autour de l'embarcadère se déploie peu à peu un gigantesque complexe portuaire, une ville dans la ville entièrement dédiée à ce nouveau commerce. Après Londres en 1663, tous les grands ports maritimes l'un après l'autre se ruent sur ce trafic juteux. Lorient, Copenhague, La Rochelle, Bristol, Nantes, Liverpool, Bordeaux, Anvers. Des quatre coins de l'Europe, des navires négriers mettent le cap sur l'Afrique. Quand j'ai découvert que les vaisseaux négriers ne partaient pas seulement de Liverpool ou de Nantes, mais de tous les ports de l'Atlantique, dès qu'un port devenait assez grand pour envisager la traversée, il y avait de fortes chances pour qu'il s'agisse de traite négrière. Il y a en tout 170 petits ports. Aujourd'hui, les gens ne se doutent pas que ces ports étaient jadis dédiés à la traite. Saint-Pierre-Port, dans les îles anglo-normandes, un endroit charmant, était pourtant un port négrier. Des ports français s'élancent plus de 3500 expéditions en 2 siècles. Avec plus de la moitié d'entre elles, Nantes est le champion français du commerce triangulaire. Les mascarons africains du quai de la Fosse ou de l'île Feydeau évoquent le temps où les grandes familles de négriers se flattaient d'être les principaux artisans de la prospérité de la ville, ce qui faisait de Nantes le plus important port de commerce de l'Hexagone. La richesse des riches s'est faite sur l'esclavage. Donc il y a les négociants, les armateurs, tous ceux qui produisent les denrées, donc le vin, les producteurs de vin, les producteurs de farine, les producteurs de tissus, les producteurs de quincaillerie. Tous les ports atlantiques, en fait, irriguent un arrière-pays qui va très loin, hein, parce que pour Nantes, ça va jusqu'à Orléans, par exemple. C'est-à-dire ça remonte tous les fleuves. Donc l'esclavage produit de la richesse qui est une richesse essentielle pour la France. 1669. De Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, l'argent de l'esclavage remonte par les fleuves jusqu'à Rouen, Orléans et Angoulême. Il rejaillit sur l'intérieur des terres au point de devenir un enjeu national. Louis XIV l'a bien compris. S'il veut gagner la guerre du sucre, il lui faut une flotte digne de ce nom. Louis XIV ordonne la construction de 500 galions. L'Atlantique devient le théâtre d'une guerre navale entre la France, l'Angleterre et la Hollande. Une lutte à mort où chaque bateau coulé représente une perte sèche pour l'économie du pays. C'est très coûteux de construire et d'armer, de payer l'équipage d'un navire de 74 canons. Et finalement, à qui ça coûte? Parce que le financement de ces guerres, le financement des navires de guerre, des arsenaux, il est payé par la paysannerie française essentiellement. Dans le sillage des bateaux négriers s'engouffrent des milliers de navires militaires. 16 000 galions protègent déjà les bateaux de commerce hollandais et les 3 000 croiseurs légers et rapides de la Royal Navy font trembler ses adversaires. Face à ces armadas, la France fait pâle figure.